Attention, les médias contenus dans cette vidéo sont utilisés dans le cadre d'un usage équitable et nullement dans le but de diffuser leur contenu illégalement. Oh, ça fait du bien. Quand on regarde des animés ou n'importe quel autre support de fiction depuis un certain temps, on finit par déceler certains codes propres aux différents genres. C'est le type de ficelle auquel on s'habitue et qu'on a vite fait de classer dans les clichés. Et si je puis me permettre, je trouve qu'il n'y a pas pire comme excuse pour pas s'intéresser à une œuvre. Après tout, il y en a des milliers qui suivent ces codes en apportant un petit plus. Et ça pour moi, ça suffit pour qu'elle mérite Asias d'être vue. Mérite Asias ? Quoi, c'est pas ça ? Bon, cela étant dit, attendez un peu avant de me charcuter verbalement parce qu'évidemment c'est pas pour autant qu'il faut regarder passivement tout ce qui sort du 5e sous-sol de la pourriture. Ces ficelles, il faut savoir les utiliser. Parfois ça marche et on s'en sort avec quelque chose qui va du potable au très bon, et parfois tout ce qu'on a c'est l'effet d'un coup de polochon au ralenti. Ça fait ni chaud ni froid, mais c'est juste horriblement chiant. Du coup, s'il y a un genre qui peut plaire aux bâtards cyniques, aigris et blasés de la vie, c'est bien la déconstruction. La déconstruction, c'est quand on s'appuie sur un genre et qu'on en détourne les codes pour leur donner une signification complètement différente. Et en l'occurrence, c'est le cas pour l'animé d'aujourd'hui, à ça près que là, le genre ils l'ont pulvérisé avec une clé à molette et goudronné puis enterré dans les sous-sols de Tokyo dans l'attente de sa transformation par les forces du mal. Ou les radiations en fait, c'est plus probable. Je peux la couper celle-là? Non. Shite. Salut tout le monde, aujourd'hui dans la NH Chronique, un Magical Girl, Poila Magi, Madoka Magica. On n'a jamais dit que ça devait être subtil. L'histoire commence avec... Si tu veux, ouais, et on trouve notre héroïne Madoka courant dans ce que je pense être une belle crise de mauvais goût au bout de laquelle elle franchit une porte blindée qui l'amène... au sommet d'un arbre. Classique. Le plus con, c'est que vous aurez oublié tous ces détails à la fin de la scène d'action dans laquelle Omura, une Magical Girl, se fait poutrer par une fève de galette des rois sur fond de musique épique. À côté de tout ça, Madoka reçoit un pop-up de pub et se réveille. Bon, pendant que vous vérifiez si c'est encore légal de faire une chute pareille, j'en profite pour passer les quelques minutes de niaiserie dans lesquelles on découvre Sayaka et Hitomi, les deux amis de Madoka, et devinez qui est transféré dans leur classe le matin même. Non, vraiment, c'est qui? J'en sais rien, appelle la police. Oui, donc voilà, vous l'aurez deviné, c'est bien Omura qui est transféré dans la classe de Madoka et qui lui prodigue un conseil absolument inutile hors contexte. Je pourrais me retinter les cheveux quand même. Un peu plus tard, Madoka se fait Jeanne narcisée, ça ressemble à exciser, et retrouve Omura en Magical Girl qui essaie d'installer Adblock à coups de rayon laser, ce qui effraie Madoka à tel point que même ses chaussettes se font toutes petites. Sayaka lui vient en aide et les deux amies tentent de fuir avec le spam sur pattes lorsqu'elles sont capturées à South Park apparemment. Elles sont sauvées par Mami, une autre Magical Girl qui leur apprend l'existence des sorcières qui tuent des gens en les attirant dans des barrières comme celle de tout à l'heure et leur présente Kyubei qui leur demande de devenir des Magical Girls en échange de leur exaucer un souhait. Et t'es fier d'avoir expédié les points essentiels de l'intrigue? Ouais, on avait plus trop le temps. Par contre, j'adore comme elle pose des cartons là juste pour taper la pause. Ok, on passe à la suite. Bon, du coup, on va vite survoler les personnages. On a Madoka, la collégienne normale qui manque de confiance en elle, Sayaka, l'amie extravertie de Madoka, Mami, la Magical Girl vétéran, et Kyoko, la bourrine. La bourrin, c'est compliqué le français. Et vous inquiétez pas, les personnages vont être développés, je sais, on dirait pas comme ça avec leurs cheveux couleur Smarties, mais leur évolution est bien écrite et même si certains moments sont forcés et un peu niais, dans l'ensemble c'est très bien traité. Mais pour moi, les meilleurs personnages de la série restent de loin Omura arrête de me regarder comme ça. Oui, Kyubei, sûrement une des mascottes les plus intrigantes de l'animation japonaise et qui, outre le fait que son arbre généalogique ressemble à ça dans ma tête, n'a pas arrêté de me foutre les jetons avec son attitude qui est, et je reste évasif pour pas spoiler, inchangé durant tout l'animé. Et enfin, il y a Omura, un autre personnage qui évolue peu mais que j'ai pas pu blairer jusqu'à l'épisode 10 dans lequel on apprend finalement son passé de... Magical Girl. Pouvoir magique, c'est fantastique. Papa, maman, pour tout Charlie, je vais changer toute votre vie. Ah oui, et elle est jouée par Chiwa Saito, une de mes comédiennes de doublage préférées qui a joué dans Bakemonogatari, Horizon, Kuroko's Basket et actuellement dans Fate Pedoliner Prisma Ilia saison 2, mais qu'au final je retiens surtout pour ça. Là. Je mettrai le lien, regardez-la en entier même si vous bitez rien à ce qu'elle dit, c'est juste délirant. Et pour le reste des voix, elles sont bien. Voilà. Bon ok, j'ai eu un peu de mal avec le jeu d'acteur de la voix de Kyoko, mais pour le reste c'est bon dans l'ensemble. Après je trouve quand même que les performances d'Eri Kitamura en tant que Sayaka, Emi Arikato en tant que Kyubei et surtout Chiwa Saito en tant qu'Omura sortent du lot. Je vais me recoudre la langue et je reviens. L'animation est produite par le studio Shaft et son directeur vedette Akio Kishimbo. Et dire que j'ai une légère appréhension envers eux serait à peu près aussi gros que de dire que Ribéry a un infime problème avec la langue française. Tu peux parler toi. Mais on garde ça pour une autre fois. Du coup avant de m'avancer, je pense que je vais faire un petit topo sur ce que j'appelle banalement l'animation. Et dites-vous bien au passage que j'ai réussi à vous bullshiter des appréciations sur un concept que j'avais jamais expliqué jusque là. Au pire, on s'en fout. Donc, quand je regarde l'animation, je pars de trois critères que j'appelle le style, la fluidité et la propreté. Le style, c'est la façon dont l'ensemble est dessiné, les personnages, le décor et tout ce qui va avec. La fluidité, c'est tout bonnement le nombre d'images d'animation par seconde qui peut aller de 25 à 0,1. Sérieusement, parlez plus jamais d'animation filler après ça. Et la propreté, c'est tout l'aspect technique qui va avec. Le respect des proportions, du style de départ, la représentation des mouvements, la capacité à faire bouger le tout en gardant des dessins corrects, etc., etc. Après, je vous rappelle que je suis un amateur, donc n'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires si je raconte des conneries.
crois que j'aurais dû me taire là, non? Du coup, pour en revenir à Madoka, les décors sont beaux, avec un style d'animation complètement différent entre le monde extérieur et celui des sorcières, volontairement étrange et cohérent dans son bordélisme. Mais énormément de détails ont été refaits sur les Blu-ray à cause de la grosse proportion de chefs de ne pas finir le boulot pour la diffusion. Puis honnêtement, de 1, ça on dirait vraiment de la glace périmée qu'on a balancé sur un storyboard, et de 2, j'y crois très moyennement à ça. Je transcende la rotation de la Terre, bitch. Sinon, le dessin des personnages est volontairement à des années-lumière du ton sombre et sérieux de la série, et non seulement j'ai adoré ce coup de cynisme de la part des réalisateurs, mais en plus ils arrivent à étonnamment bien transmettre les émotions même avec ce type de chara-design. Pour ce qui est des scènes d'action, on y trouve des imperfections même si généralement elles sont fluides et bien animées. Par contre, il y a énormément d'images fixes dans les scènes de dialogue, heureusement que le texte et le jeu des comédiennes sont bons pour rattraper, et puis c'est franchement perturbant quand il y a des têtes vraisemblablement dessinées à la règle ou qui ressemblent à rien sur des plans larges juste à côté des scènes de combat. C'est comme si dans Avatar, pour compenser le budget des effets spéciaux, on avait eu un truc du genre. Bon, ça c'est le village des Navis. Moi je vais par là et toi tu fous le merdier dans le clan. On devrait pas les chasser, c'est pas des animaux. Ah ouais. Terminé avec les sujets qui fâchent, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Le scénario et la musique, ok, donc j'adore Yuki Kajiura, c'est une de mes compositrices préférées et certainement une des meilleures de l'animation japonaise et dont l'atout principal est d'avoir compris qu'il suffisait de foutre des cœurs épiques pour faire bander de joie tout un public. Je vous jure, on pourrait limite mettre sa musique sur du twet. Non, ah tout de suite, j'ai pas envie de mourir. Et ici, la bande son est juste magnifique, même si la plupart des morceaux sont très courts, moins de 2 minutes et beaucoup n'ont rien d'extra, mais Kajiura s'est complètement lâché sur le reste. On a des chœurs énergiques et puissants, comme dans Fate Zero, qui est au passage un animé absolument excellent, qui rentre certainement dans mon top 5 personnel et que je vous recommande à fond. Mais au-delà de ça, certaines musiques dont le thème principal sont simplement splendides et font partie des plus belles musiques que j'ai jamais entendues dans une série animée, même si parfois j'ai l'impression que c'est un mec dérangé qui me raconte ses vacances. Et puis, il y a le générique. Bon, je crierai pas à l'arnaque, d'autant plus qu'au final les paroles, la musique et les images sont assez mélancoliques, mais franchement, après l'épisode 3, j'étais obligé de me marrer à chaque fois en voyant à quel point il donnait une fausse image de l'animé. Manquerait plus qu'il nous ait fait la même avec le générique de fin. Bon, du coup on passe au scénario et encore une fois je vais devoir parler du scénariste, Gen Urobuchi. Il est à l'origine d'œuvres comme Gargantia, Psychopass, un autre animé que je vous conseille fortement, et Fate Zero. Non sérieusement, trouvez vite un moyen de le regarder, sinon... j'en fais une chronique. Même si pour moi, Urobuchi ça restera pour toujours le scénariste de Sae no Uta, un visual novel slash jeu hentai, ouvrez la parenthèse hentai mon cul, il y a plus de boyaux dans ce truc que dans les tranchées de la première guerre mondiale, ça aborde des thèmes percutants et les fins sont toutes plus poignantes et déprimantes les unes que les autres. Sérieusement, ils avaient besoin de justifier le R18 ou c'était juste pour le délire innocent de foutre une loli à poil? Fermez la parenthèse. Du coup, vous comprenez que quand ce type a été annoncé au scénario d'un Magical Girl, un énorme what the fuck a fait le tour de l'internet japonais, et quand on voit le résultat, c'est définitivement pour le meilleur. L'histoire est trompeuse dans le bon sens du terme et bien construite, les révélations sont amenées habilement et sont pour certaines difficilement prévisibles, et le tout est ficelé correctement avec une conclusion qui est propre. Et rien que ça, c'est un exploit en soi, vu que l'anime ne fait que 12 épisodes et partait juste de l'idée de déconstruire la Magical Girl, et ça doit être réussi vu comme l'évolution de l'héroïne au cours des épisodes ressemble à une pub pour un anxiogène. Du coup, ce que je regrette le plus en fait, c'est de ne pas avoir regardé plus de Magical Girl, et j'aurais jamais pensé dire cette phrase en public. Et c'est pas une blague, la première fois que j'ai vu la série, j'ai pas saisi un brin de toutes les ficelles qu'elle détournait, ça m'a pas empêché d'être captivé pour autant, mais c'est en me renseignant sur le genre que j'ai compris à quel point ce sadique l'avait minutieusement démonté. Mais comme ça vient du spoil et que j'ai quand même envie de citer des exemples, je vous ai fait un top 3 des clichés détruits gratuitement, sans l'ombre d'un intérêt scénaristique, mais que je suis trop fier d'avoir trouvé. Numéro 3. L'affrontement entre Magical Girl qui tourne à la baston à l'arme blanche dans une ruelle. Il y a pas de rayon magique, c'est pas mignon et la description ressemble à une nuit dans le 9-3. Numéro 2. Le refus de montrer ne serait-ce qu'un millimètre de lingerie, de cordes dénudées et par extension de toute forme de sexualisation des personnages. Et ça donne des plans qui... ça donne des plans. Attends, et ça c'est quoi? C'est une arnaque. Et numéro 1, la scène de transformation récurrente, sûrement le plus gros cliché des Magical Girl qui économise 1 à 2 minutes d'animation par épisode. Et oups, pardon, ça c'est pas un Magical Girl. Ici, c'est une seule transformation complète par personnage dans toute la série. Mais bon, en échange, ils se sont fait plaisir sur la longueur, donc préparez les popcorns, ça va être fat. 2 secondes. Ça veut dire qu'il te reste encore 2 minutes à parler? Ouais, à peu près. Ah non, bah moi je me casse alors. Ah d'accord, ben merci quand même. Au fait, vous êtes qui? Bon, pas grave. Alors, au cas où certains se demanderaient, l'anime a incroyablement bien marché au Japon et rentre dans les 5 séries animées les plus vendues de tous les temps, et comble de l'ironie, c'est depuis devenu une référence en matière de Magical Girl et d'animation japonaise. Du coup, je me demande en fait, est-ce que les jeunes qui regardent le remake de Sailor Moon actuellement se pissent dessus en voyant Luna? Auquel cas ça serait très drôle. Et même si d'un côté je trouve que cette popularité a un côté démesuré, de l'autre je me dis qu'elle est justifiée. Pour en revenir à l'histoire, l'anime arrive à développer un univers pourtant surcodé, celui des Magical Girls, d'une façon complètement inédite. C'est en partant de détails que le genre laissait de côté et que tout le monde prenait pour acquis, comme l'origine des sorcières ou l'intérêt pour la mascotte de charger des adolescentes de se battre avec des pouvoirs magiques. Parce qu'avouez que sur le papier ça ressemble pas à l'idée du siècle. Et pour moi c'est de là que vient la claque. Non seulement la série tourne habilement le genre en dérision, mais au final on sent que c'est juste un prétexte pour raconter une histoire originale avec en bonus la cohérence et la qualité. Alors oui, il y a des facilités scénaristiques qui crèvent les yeux. L'anime traîne avant d'atteindre toute son ampleur, j'ai dû me spoiler l'épisode 3 pour enfin avoir envie de le regarder, on a des infos capitales qui déboulent pas loin de la fin, le prix de l'essence est exorbitant, mais franchement c'est rien par rapport au résultat que ça donne. Et même si j'aurais du mal à conseiller la série aux néophytes...
Oh, et puis vous savez quoi, regardez cet animé en entier, ça vaut amplement 4 heures de votre temps, et tenez, si vous êtes pas convaincu, 17 sur 20, maintenant allez-y, et au pire revenez me tracher si vous avez pas aimé. Voilà, c'était ma chronique sur Puella Magi Madoka Magica. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire, je les lis tous ainsi que les recommandations, et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter. Et à propos, vous êtes maintenant plus de 1000 sur la chaîne, c'est juste génial. Un grand merci à vous tous et à tous les collègues, le chat, Xel de Mangala, désolé je pourrais pas tous vous citer, mais surtout Mr. Enzor, tu m'as littéralement propulsé, donc grosse dédicace à toi. Non, c'est de la merde ça. Un gros merci pour me permettre de fêter les 1 an de la chaîne comme ça, et d'ici la rentrée, bonnes vacances à tous. Bye!